intéressant de venir regarder ces data. Et Mathias, tu peux nous en dire un peu plus parce que toi-même, tu viens traquer ton sommeil. Ouais, ouais, c'est quelque chose que je fais là du coup depuis 2-3 mois maintenant. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Mathias. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait d'abord vous remercier pour les retours qu'on a eus sur notre dernière vidéo. Ça nous fait vraiment super plaisir. Beaucoup de visionnages, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Et vraiment, on est super content de pouvoir interagir avec vous à chaque fois dans les commentaires. Ça nous booste et ça nous pousse vraiment à faire des contenus similaires pour 2026, à tout donner pour essayer de vous divertir et de vous apporter du contenu pédagogique et éducatif. Donc voilà, je donne la parole à Mathias. Ouais, voilà, bah, comme a dit Rémi, merci à tous. Voilà, on va essayer de continuer dans cette direction, donc avec les formats vlog, et puis bah, toujours de rebondir avec les vidéos pédagogiques pour vous apporter en fait des clés pour vous adapter votre entraînement. Donc bah, si ce contenu vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir et de nous encourager à continuer de vous produire des vidéos, bah, c'est d'interagir avec nous, donc en posant vos questions dans les commentaires. Nous déjà, on est super heureux d'y répondre, et puis ça nous aide justement à être un peu mieux référencés. Mettre un petit like sous la vidéo et puis vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Donc là, on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet, ceci étant dit. Donc avec une vidéo là sur la récupération et plus globalement la gestion de la charge au programme. Donc c'est parti. Bon, comme on vient de le dire, on va parler récupération aujourd'hui avec Mathias. C'est peut-être pas le sujet le plus sexy, mais c'est quelque chose de très important et on va essayer de vous apporter les différentes clés pour mieux comprendre comment bien récupérer et surtout vous donner plus de détails et de conseils pratiques. À toi, Mathias. Ouais, donc comme tu disais, bah, pour moi la récupération c'est quand même un des points centraux de l'entraînement. Et du coup dans cette vidéo, ce qu'on va surtout voir, c'est qu'en fait bah, s'entraîner plus, c'est complètement différent de progresser plus. En fait, la progression en tant que telle, elle intervient pendant les phases de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, la progression, c'est une adaptation à un stress. Mais du coup, bah, pour que le corps puisse s'adapter à un stress, ça nécessite que ce stress disparaisse sur un court instant et qu'il réintervienne par la suite, amplifié, pour du coup continuer de progresser. Donc là, je vous présente rapidement un petit schéma sur le principe justement de surcompensation. Donc comme je le disais, il y a une phase d'entraînement qui va générer une fatigue. Et ensuite, dès qu'on va rentrer dans une phase de récupération, là, le corps va s'adapter au stress, donc c'est-à-dire il va réparer, il va reconstruire différemment pour s'adapter à la chose qu'il vient de vivre et pour ne pas la revivre de la même façon. C'est-à-dire que si votre corps est rentré dans un état de fatigue avancé lié à une charge d'entraînement, lui, il va réfléchir à comment reconstruire les fibres musculaires, par exemple, pour que cette même charge d'entraînement ne le fasse pas rentrer dans un état de fatigue avancé. Donc ça s'appelle la surcompensation. En fait, il va se reconstruire mieux qu'avant. C'est le même principe, si vous voulez, que le conte des trois petits cochons. Et voilà, le but, c'est de réussir à enchaîner, donc comme je disais, les phases de stress, ensuite une phase de récupération qui va venir provoquer une adaptation. Mais c'est bien la phase de récupération qui va venir provoquer une adaptation. Si vous enchaînez les phases de stress, vous allez rentrer plutôt dans un principe de surentraînement. Et ça, Rémi, je te laisse la parole pour nous détailler un peu cette erreur. Ouais, ouais, bah, comme tu le dis, en fait, si on s'entraîne trop et qu'on laisse pas du temps de repos au corps, et c'est souvent l'erreur fréquente d'ailleurs que font de nombreux cyclistes qui sont impliqués dans leur projet et qui pensent que en faisant toujours plus, ça va aider. Eh ben, on va venir creuser sa tombe, comme on peut le voir sur le schéma là, où au final, en fait, notre courbe de forme et de niveau ne remonte jamais au-dessus du niveau précédent à la dernière charge. Et au final, on fait que creuser nos tombes, que redescendre. On a une récupération qui est trop courte, sur laquelle on va remettre du stress trop vite. Et au final, on n'a pas de progression, on a une régression. Pour la récupération, on vous a proposé avec Mathias trois piliers. Voilà, on n'a rien inventé, mais
c'est vraiment les trois facteurs les plus importants pour bien récupérer. On va essayer de vous les détailler. Il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a... Donc pour commencer, on va prendre le sommeil, qui est très important et qui est d'ailleurs très souvent négligé chez les cyclistes amateurs qui doivent parfois aussi jongler avec un emploi du temps chargé entre famille et travail. Et c'est pas toujours évident de venir bien soigner son sommeil, mais voilà, sachez que c'est très important et je pense que c'est le facteur numéro un de la récupération et aussi de la progression tout simplement parce que finalement, un bon entraînement avec un mauvais sommeil, ça ne donnera rien. Pour le sommeil, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, tout d'abord le temps de sommeil, le temps, passé à dormir. Ça, c'est très interindividuel. Il y a des personnes, qui vont dormir assez peu, 6 heures, 7 heures. Il y a des personnes beaucoup plus. Je prends l'exemple de Mathias, qui est un gros dormeur, qui va dormir jusqu'à 9 heures par nuit. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il va y avoir l'heure de coucher. On entend, souvent, dire: «Les heures de sommeil avant minuit comptent double», mais voilà, il faut savoir qu'il y a un peu de vrai là-dedans. C'est très intéressant de venir se coucher plus tôt pour venir aussi agrandir, le temps de sommeil passé en sommeil profond. Parce que voilà, il y a différents types, de sommeil. Il y a le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est le plus régénérant et voilà, plus on se couche tôt, plus on va avoir de sommeil profond et c'est hyper intéressant. La régularité du sommeil, essayez de vous coucher à des heures régulières. Voilà, pas 21 heures un jour et 1 heure du matin le lendemain. Si votre heure c'est 23 heures, essayez de vous y tenir et de faire ça tous les jours. Vous en sortirez plus reposé et votre corps va se mettre dans une routine qui est très intéressant. Et enfin, la qualité des cycles. Donc voilà, j'ai pu déjà un peu en parler, mais on va avoir des outils pour venir les traquer. Ça peut être intéressant de venir regarder ces data. Et Mathias, tu peux nous en dire un peu plus parce que toi-même, tu viens traquer ton sommeil. Ouais, ouais, c'est quelque chose que je fais là du coup depuis 2-3 mois maintenant, depuis que j'ai investi dans une montre. Donc du coup, moi je regarde trois paramètres en particulier. Ça va être bah, le score du sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, qui va témoigner en fait de l'énergie, on va dire, disponible au niveau du cœur, et ensuite ma fréquence cardiaque au repos. Pareil, qui va témoigner de la santé du cœur, mais sur un plan un peu différent de la VFC. La fréquence cardiaque au repos, elle va plus témoigner d'un état de fatigue du cœur, en fait, tandis que la VFC, elle va témoigner d'un état de fraîcheur. On ressent que c'est la même chose, mais pas tout à fait. Par exemple, je m'explique, quand vous êtes malade, comme là par exemple, j'ai un petit rhume depuis une semaine, la fréquence cardiaque au repos, elle est un peu plus haute, en fait. Alors que ma VFC, là par exemple, cette nuit, j'ai eu une très bonne VFC, mais avec une fréquence cardiaque au repos un peu plus haute. Ça veut dire que mon cœur, sur le papier, avec la VFC, est prêt à s'entraîner, mais par contre, j'ai quand même un petit état de fatigue. Mes nuits, en fait, sont un peu moins reposantes, comme mon corps est déjà occupé à lutter contre la maladie. Donc voilà, là, sur le sommeil, l'alimentation et l'hydratation, on est sur une optimisation de la récupération au quotidien. Là, on ne parle pas seulement de récupération sur une semaine de récup à proprement parler. Et donc là, c'est super intéressant. Je rebondis sur ce qu'on a dit en intro. Mais en fait, là, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le corps ne soit pas stressé. Donc en fait, bah, c'est pour ça que Rémi parle d'heures de coucher régulières, de régularité du sommeil, de temps de sommeil identique à peu près chaque nuit, parce qu'en fait, bah, c'est ce qui va mettre notre corps dans des bonnes dispositions et lui permettre de bien récupérer. Au niveau de l'alimentation, bah, en fait, on est sur les mêmes principes. L'idée, c'est que le corps il puisse bien récupérer. Donc, composer une assiette équilibrée, ça c'est la base. Vous avez sans doute déjà dû l'entendre maintes et maintes fois. Maintenant, l'idée, ça va être de développer un peu ça autour des glucides, protéines, lipides et fibres. Là, pour l'instant, on va parler seulement des macronutriments. Après, ça serait intéressant de pousser sur les micros. Mais franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, là, autour de l'alimentation, nous, on pourrait faire une vidéo un peu plus complète avec Rémi. Euh, En attendant, là, pour vous donner des bases, donc au niveau des glucides, l'important, pareil, c'est ce que j'essaye de commencer à faire là en ce moment, c'est de calculer les apports nécessaires en fait sur les journées.
Il y a une notion de varier les sources de glucides, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger du riz blanc tous les jours. C'est important de varier. Vous pouvez varier entre complet et blanc, donc sur les pâtes, sur le riz. Il faut varier en fait toutes les sources de glucides aussi. Il faut avoir du riz, du quinoa, du blé, des flocons d'avoine. Enfin, il y a beaucoup de sources. Ça, c'est super important dans l'optique d'avoir une alimentation complète parce qu'en fait, chaque glucide va avoir sa petite spécificité. Pareil, répartir les apports sur la journée. Faut éviter de tout apporter en un repas. Je pense notamment sur les journées de récupération. En vélo, en fait, bah ouais, quand on a l'habitude de manger des fois 4-5 000 calories sur une journée, c'est vrai que sur une journée de récup, quand il faut manger seulement 2 000, on a tendance à apporter 1 500 direct dès le petit-déj par habitude. Et je vous invite à éviter ça et du coup à adapter vos repas sur les journées de récup. Et surtout, il y a un truc là au niveau des glucides, c'est de bien manger. Donc sur le vélo, on vient d'en parler, mais surtout, enfin en dehors du vélo, pardon, on vient d'en parler, mais surtout sur le vélo, parce qu'en fait, moins vous mangez sur le vélo, plus vous allez créer une dette en glucides aux intermusculaires, et du coup, plus cette dette va être importante, bah, plus vous allez retarder votre récupération, le temps qu'en fait vous descendiez du vélo, vous fassiez à manger, vous mangiez et qu'ensuite la digestion ait commencé à se mettre en place et que ça y est, vos muscles aient retrouvé du glycogène. Donc ça, c'est un temps qui va être très important et tout ce temps-là, en fait, il va freiner votre récup. Moi, franchement, même sur des journées d'endurance, même sur des semaines de récupération assez légères, c'est pas rare de me voir manger 80-90 grammes de glucides sur le vélo parce qu'en fait, mon but, comme je le disais dans certains vlogs, c'est de limiter au maximum ma perte en glucides sur le vélo, ma perte de poids aussi. On parlera un peu d'hydratation après. Au niveau protéique, les apports nécessaires en protéines chez les sportifs, pour simplifier, c'est autour de 2 grammes par kilo. Il y a une notion de qualité des protéines, notamment si vous achetez des protéines en poudre, il faut faire attention d'avoir des protéines de bonne qualité. Mais je voudrais justement vous avertir là sur les protéines en poudre. Si vous commencez à traquer les protéines que vous consommez au quotidien, vous vous rendrez compte que chez un sportif, c'est très difficile d'être en dessous des 2 grammes par kilo. Donc pour moi, se supplémenter en protéines, c'est très souvent une erreur, sauf en cas de régime particulier, donc notamment végétarien, etc. Vegan, sans doute, parce que même végétarien, pour moi, on se rapproche facilement des 2 grammes par kilo. Je m'explique. Mon petit déjeuner classique, donc un porridge avec 2 œufs, il me fait 50 grammes de protéines. Sur le papier, vous allez compter les prods, vous allez dire, ouais, il y a 2 œufs, 12, 13, 14 grammes, ok, 14 grammes de prot. Ouais, sauf que dans le porridge, il y a du lait qui va apporter des protéines et il y a des flocons d'avoine qui vont apporter des protéines. Les flocons d'avoine, je m'en doutais pas, mais en gros, sur 120 grammes de flocons d'avoine, vous avez 25 grammes de prot. Donc en fait, quand vous calculez vos apports sur la journée, vous vous rendez compte qu'au niveau protéines, moi justement, quand j'ai commencé à les compter, en fait, ma consommation de viande, je l'ai divisée par 2. Je suis passé de quasiment 200 grammes de viande par repas à maintenant 100 grammes parce qu'en fait, c'est suffisant, quoi. Donc, quand même pas négliger un bon apport de protéines, mais comme je le disais, surtout en cas de régime particulier. Pour quelqu'un qui a un régime avec une alimentation complète, on va rentrer facilement dans ces 2 grammes par kilo. Par contre, voilà, pensez à essayer de les traquer pour ceux justement qui ont un régime un peu particulier et pour qui ça peut être plus compliqué d'atteindre les 2 grammes. Petit point juste là sur la supplémentation. Donc j'ai un peu parlé de supplémentation, notamment en protéines en poudre. Donc comme je le disais, voilà, en fait, moi je vous invite pas à vous supplémenter. Il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de solution miracle. En fait, se supplémenter, c'est dans le nom, c'est une supplémentation, ça doit venir en complément d'une alimentation équilibrée. Et ça doit être réfléchi, une supplémentation. Donc pour une supplémentation, moi ce que je vous invite à faire, c'est une prise de sang et regarder justement les paramètres où potentiellement vous avez besoin d'être supplémenté. Je vous invite à faire ça avec un professionnel parce qu'en fait, c'est pas juste une réponse pour tout le monde. Ah on est tous carencés en vitamine D, je prends de la vitamine D. Non, ça marche pas comme ça. On n'est pas tous carencés en vitamine D. C'est comme l'entraînement, ça doit être individualisé. Malgré tout, il y a certains compléments qui sont quasiment indispensables chez un sportif. Là, je vais vous en donner 3 à la volée. Pareil, on pourrait en parler un peu plus dans une vidéo où je vous montre moi qu'est-ce que je prends au quotidien. Mais il y a donc notamment le fer.
Ça, le faire pour le coup, chez un sportif d'endurance, vous pouvez y aller sans problème. Si vous arrivez à avoir un complément qui contient du fer et de la spiruline, là franchement c'est le top du top dans le sens où en fait ces deux paramètres vont agir en complément. Donc fer et spiruline dans le même comprimé, les oméga 3 et la créatine qui pareil, donc oméga 3 et créatine indispensables chez tous les sportifs. Donc voilà un peu au niveau de la supplémentation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Concernant l'hydratation, dernier pilier de la récupération, voilà un peu les choses à savoir. Déjà, rentrons dans le vif du sujet avec la quantité d'eau que vous allez boire. Là, vraiment, vous pouvez y aller, hein. Il y a pas de contre-indication à part boire 10 litres par jour et venir diluer son sang. Voilà, faut vraiment y aller, bien boire, 2-3 litres par jour en dehors du vélo. C'est limite le minimum. Sur le vélo, super important, s'hydrater. On entend souvent que 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins. Je pense qu'on n'en est pas loin. Très, très important de s'hydrater. Encore plus sur home trainer. On est l'hiver, c'est la saison où vous faites beaucoup d'home trainer. Il faut limite venir doubler par rapport à l'extérieur. Voilà, sur une heure d'home trainer, on peut quasi boire 1 litre 5 d'eau sans souci, hein. Donc voilà là-dessus. Après, l'eau, c'est hyper important aussi de venir lui apporter un peu de glucides, un peu de minéraux pour venir l'aider à se fixer dans les muscles. Voilà, de l'eau juste pure, ça va avoir un peu plus de mal à venir se fixer, ça va avoir un peu moins de bénéfices. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de sirop dans les bidons, même au cours de la journée, et venir boire des eaux un peu plus riches en minéraux. Voilà, si on cite des marques, que ce soit Ceinture ou Rosana par exemple. Donc voilà pour l'hydratation. On passe ensuite à comment optimiser sa récup au-delà des 3 piliers. Et là, j'aimerais faire un petit speech sur tout ce qui va être entre guillemets bien-être. Donc j'entends par là les massages. Alors se faire masser, c'est pas forcément à disposition de tout le monde, mais en tout cas il y a l'automassage qui existe, que ce soit avec rouleau ou même manuel, hein. On peut venir s'automasser les membres inférieurs assez facilement. Les étirements, euh, voilà, apporter une routine d'étirement, c'est hyper important. Moi, je peux en parler. En tout cas, quand je pratiquais encore le cyclisme en compétition, je faisais des étirements quasiment tous les soirs à froid. Et ça m'a vraiment apporté de la souplesse musculaire, également moins de douleurs tendineuses. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a apporté une routine. Et j'en étais vraiment très content. Donc, je vous invite vraiment à faire des étirements. Pas forcément à chaud, par contre, ni avant ni après, mais vraiment à froid le soir. Et enfin, profitez des temps de récupération, surtout quand vous avez, par exemple, une semaine de régénération, d'assimilation entre deux cycles, pour aller consulter des professionnels tels que kiné, ostéopathe, soit en prévention, si vous n'avez pas de douleur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. En prévention, ça peut être bien aller 3-4 fois par an à chaque changement de saison, typiquement, ou en cas de douleur, encore plus à ce moment-là, pour venir tout de suite traiter, même si c'est une petite douleur qui s'installe, faut pas attendre qu'elle s'installe trop justement et tout de suite aller traiter avec des professionnels. Donc voilà, n'hésitez pas à venir optimiser la récupération en plus des 3 piliers. Donc là maintenant on va rentrer dans une partie gestion vraiment de la charge d'entraînement plus. Donc là en fait on va parler de la charge que ça soit au quotidien mais sur la saison. Vous le voyez en fond avec le graphique justement de charge d'entraînement intervalles. Euh, donc sur cette partie, on en a déjà un peu parlé, mais la règle du 3-1, donc pour la gestion des périodes de travail, les périodes de travail, période de développement, d'entraînement et de récupération. Donc 3-1, donc en fait ça va être 3 quarts de travail et 1 quart de récupération. Ça c'est une règle qui fonctionne pas mal, à individualiser comme toujours, mais c'est une très bonne base. Et Rémi, je te laisse un peu nous en parler plus précisément de cette règle du 3-1. Ouais, ouais, c'est vraiment une bonne base cette règle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond sur du court terme, sur du moyen terme et sur du long terme. Si on prend sur du court terme, on va être à la semaine, au jour. On peut très bien envisager dans un plan d'entraînement d'avoir
3 jours de développement, de travail, des qualités physiques, d'entraînement, de vélo ou de d'autres sports, et un jour de repos, de régénération. Et comme ça, on a la bonne balance entre travail et récupération sur du court terme. C'est valable aussi sur du moyen terme. Là, on va plus être à l'échelle d'un cycle, donc un cycle de travail. Par exemple, l'exemple de Mathias, il a fait un cycle SV1, 4 semaines. Il va y avoir 3 semaines vraiment intenses de développement et une semaine de régénération nécessaire, soit à la fin du cycle, soit d'ailleurs au milieu si on en ressent le besoin. C'était le cas pour Mathias, pour régénérer et pour repartir, pour bien finir le cycle ou pour bien débuter le cycle d'après. Et on peut même extrapoler sur du long terme. Si on prend un coureur qui va faire des courses, par exemple un coureur professionnel, il va courir de début janvier parfois en Australie jusqu'à fin octobre sur les classiques de fin de saison. Ça fait 9 mois. 9 mois où il va être en compétition, 3 trimestres, donc 3 trimestres de développement, de travail, et il va y avoir un trimestre, donc sa fin de saison, qui va être, où il va relever un peu le pied. On va avoir moins besoin de faire du développement, on est plus sur du maintien. On va venir chercher des séances aussi souvent plus ludiques pour voilà, venir stimuler le coureur même en fin de saison. Il va y avoir la coupure où il va pouvoir récupérer. Voilà, ça peut être 10 jours, 2 semaines, un mois sans activité. Et toute la phase de reprise qui, encore une fois, est très ludique, la pratique multi-activité. On regarde un peu moins les chiffres. Donc voilà, il va y avoir un trimestre où on relève un peu le pied, on fait plus du maintien, de la régénération. Et c'est ce qui nous permet après de repartir sur finalement 3 trimestres très, très intenses. On va sur du développement pour progresser. Pour les phases de récupération, qu'est-ce qui est important? C'est de les planifier. Ça, c'est super important. Voilà, on l'a mis sur le slide, mais si on improvise une phase de récupération, finalement, on l'a subi et c'est qu'on ne l'a pas prévu. Donc, on est un peu dans l'urgence et souvent, on va faire un peu n'importe quoi. On va mal. C'est une récupération qui va mal se passer, on va la subir, on va être plus fatigué que prévu. Alors que si on l'anticipe, et ben justement, des fois, cette phase de récupération, elle arrive alors qu'on n'est même pas fatigué, on est en forme, mais on anticipe, on prend notre récupération maintenant et ce sera bénéfique plus tard. Donc ça, c'est très important. Et je te laisse maintenant la parole, Mathias, pour venir donner des conseils pratiques Ouais, je rebondis là, Rémi, sur ce que tu viens de dire là à propos d'improviser, c'est avec subir une proposition métier. et anticiper, c'est maximiser. Euh, Globalement, ouais, je suis assez d'accord avec cette logique. Là, on voit que pendant mon stage, moi, j'ai dû à un moment improviser une phase de récupération. Et donc, je l'ai clairement subi. En fait, j'ai dû réagir. Et donc là, ça va venir challenger ma capacité justement à bien adapter mon entraînement. Tandis que là, par exemple, je suis sur la période des fêtes, sur une phase qui est anticipée. Et donc là, aucun souci, puisque du coup, ma semaine était prévue. Je suis arrivé pas si fatigué que ça sur cette semaine de récupération et je la respecte tout de même parce qu'en fait, même quand on n'a pas le sentiment d'avoir besoin de récupérer, bien souvent, on continue, on est juste adapté en fait à la fatigue et donc on se rend même pas compte qu'on est fatigué et on continue de s'entraîner, on continue de créer de la fatigue et on rentre dans le schéma qu'on vous a montré au début sur le surentraînement. Donc moi là par exemple ce que j'ai mis en place pour la semaine de Noël, alors qui en plus c'est une semaine un peu particulière parce que du coup il y a des fêtes, il y a des repas, etc. Mais c'est une réduction de la charge de 50%. Ça c'est ce que je mets en place tout le temps. Réduction de la charge de 50%, en général pour moi ça induit une réduction du volume. Je fais entre 60 et 70% de mon volume habituel. Ça veut dire que là, par exemple, en stage, je faisais entre 19h et 19h30 par semaine. Là, sur ma semaine de récup, j'ai fait 12 heures d'entraînement. Avec par contre une seule séance intense qui était un ramp test. Je pense que pour ceux qui ont vu le vlog, vous l'avez vu. Euh, mais donc voilà, en fait, je viens réduire grandement l'intensité, donc réduire la charge et réduire le volume également. La majorité du temps, du coup, va se passer en zone 1, zone 2. Souvent, c'est des semaines où je regarde pas trop les watts, notamment en début de semaine, surtout en fin de semaine, je recommence souvent à faire un peu de zone 2, à faire attention. Mais sur le début de semaine, vraiment, c'est juste des sorties aux sensations. Pareil, vous l'avez vu dans le vlog, mais mardi, mercredi, je suis allé rouler, c'était vraiment tranquille. Je regarde pas les watts et j'essaye de prendre du plaisir sur le vélo.
Garder la même fréquence d'entraînement, ça c'est super important. Vous pouvez planifier là dans ces semaines de coupure une micro-coupure, donc enchaîner 2 ou 3 jours off. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire évidemment, hein, pour ceux qui s'entraînent, là je m'adresse à ceux qui s'entraînent 5 à 6 fois par semaine, vous pouvez planifier ici une micro-coupure qui va vous permettre de récupérer. Et par contre ensuite, garder la même fréquence, donc une fois que votre micro-coupure est passée, s'entraîner les 4 jours qui restent de la semaine, par contre à faible intensité, faire un focus sur sa routine de bien-être, comme l'a dit Rémi juste avant. Voilà, ça va être des choses qui vont venir optimiser votre récupération. Sur les signaux qui sont à surveiller justement dans la gestion de la fatigue, donc il y a, comme on l'a dit, les signaux du sommeil, donc l'AFC au repos, la VFC, le score du sommeil. Donc, comme j'ai dit, score du sommeil qui se détériore, souvent ça va être lié à une fatigue qui s'installe, puisque du coup on va avoir plus de périodes de réveil dans la nuit, ça va venir baisser le score. On va avoir un sommeil profond qui va être plus court, ça aussi ça va venir réduire le score, etc. etc. La VFC qui diminue, ça témoigne que le cœur réagit moins vite en fait simplement aux efforts, puisque la VFC en fait elle vient mesurer le temps de réaction en fait du cœur à un effort, en fait l'écart entre chaque battement du cœur. Donc plus elle est basse, plus ça veut dire que votre cœur réagit lentement aux stimulations. Il va y avoir également la fréquence cardiaque à l'effort. La fréquence cardiaque à l'effort, en fait, on le sait, hein, plus on est frais, plus la fréquence cardiaque pour un même effort augmente, et du coup, plus on est fatigué, plus cette fréquence cardiaque diminue. Donc moi, par exemple, je le vois très facilement, mais quand je commence à être vraiment fatigué au sein d'un cycle, en fait, j'arrive plus à faire de la zone 2 à l'entraînement en ayant des bonnes sensations. Ça veut dire qu'en fait, ma fréquence cardiaque en zone 2, elle est entre 130 et 135 BPM habituellement. Quand je vois que je commence à faire 120 BPM sur ces séances à l'entraînement avec des sensations pourries, en général, ça veut dire qu'il faut que je lève le pied. On va venir également surveiller les signaux de douleur. Donc ça, Rémi l'a dit, mais une bonne routine, en fait, elle va venir aussi vous soulager au niveau tendineux, au niveau musculaire, etc. Et donc, c'est super intéressant de suivre ces signaux de douleur et du coup, de penser à optimiser la récupération pour éviter d'arriver à la blessure. Il va y avoir le RPE aussi qu'on va venir surveiller, corrélé, comme j'ai dit moi, à la fréquence cardiaque à l'effort. En fait, souvent, quand mon RPE est plus haut pour une même cible, en général, ça veut dire qu'on commence à se cramer un peu. Il va y avoir également le poids. Moi, le poids, voilà, c'est un indicateur que je regarde même sur les semaines de récupération. Et justement, là, par exemple, sur la période de Noël, j'ai pris 2,5 kg. Je me suis pesé le 27 décembre, donc les repas étaient encore assez proches. Donc il y avait quasiment 1 kg, c'était juste de la rétention d'eau que j'ai perdu assez rapidement. Mais donc j'ai pris quasiment 1,5 kg là pendant ma semaine de coupure. Mais c'est pas un problème parce que justement j'ai régénéré et mes premières compétitions importantes elles arrivent en avril. Donc en fait j'ai aucun intérêt à être sur mon poids de forme en ce moment, au contraire. Et donc du coup j'ai pris du poids, oui, mais c'est pas un problème. Je vais venir réguler par la suite, reprendre les bonnes habitudes après cette semaine de récupération. Rémi, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là, notamment sur ces signaux à surveiller. Ouais, je pense que tu as dit l'essentiel, hein, c'est vraiment hyper important. Vous avez plein de facteurs, plein de métriques à votre disposition, donc c'est vraiment intéressant de venir regarder ça régulièrement. Ça peut vous empêcher parfois de venir foncer dans le mur. Voilà, si on voit que notre poids s'effondre, que notre score de sommeil ou notre VFC s'effondre aussi, si jamais on a la montre pour traquer tout ça, ça va finalement venir vous alerter et venir vous questionner. Et voilà, parfois, faire comme Mathias, improviser, même si improviser, c'est subir, mais parfois, vaut mieux subir que continuer, Ouais, c'est ça. continuer, et au final, derrière. Donc, voilà, après, les douleurs, le RPE, enfin voilà, il y a plein de choses à votre disposition, et vraiment essayer de traquer la majorité de ces choses-là, ça pourra que vous grandir. Et pour conclure cette vidéo, on aimerait vous apporter une phrase, une petite citation qui nous paraît très juste concernant la récupération. Donc c'est ça, on ne progresse pas quand on s'entraîne, on progresse quand on récupère. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Si vous êtes un cycliste assidu, que vous êtes très motivé,
vous avez l'entraînement tous les jours, peu importe la météo, que vous voulez toujours faire mieux, voilà, n'hésitez pas parfois à relever le pied, même si c'est un peu contre nature, même si vous avez envie d'aller rouler. Voilà, faut parfois aussi s'écouter, écouter son corps, se laisser le temps de récupérer et vous ne serez que plus fort après. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, on vous remercie, pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à nous faire, vos retours dans les commentaires, voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on a pu dire. Si aussi vous avez des sujets que vous aimeriez, qu'on aborde dans les prochaines vidéos, voilà, on a déjà un planning de vidéos prédéfini, mais s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, vous êtes plusieurs à vouloir en parler, on pourra faire une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, merci encore. Comme on a pu le dire, en début de vidéo, ça nous fait très plaisir, de voir le soutien sur chaque vidéo. N'hésitez pas à continuer, à vous abonner, si c'est pas encore fait, à mettre un j'aime et un commentaire et on sera, ravis, de pouvoir, parler avec vous dans les commentaires. Mathias, à toi pour le mot de la fin. Ouais, voilà, bah, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas, comme l'a dit Rémi, à mettre un message dans les commentaires si vous souhaitez qu'on développe un des sujets qu'on a abordé aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu et qu'il était assez complet à votre guise. Et puis, merci de votre attention et en attendant la prochaine vidéo, salut!